Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à prendre votre petite tasse de thé, à vous installer confortablement. C'est parti pour un update lecture. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer complètement ma façon d'aborder les updates lecture. Alors, pourquoi? Vous n'allez pas forcément le voir, mais j'ai changé d'environnement. Je me suis installée, voilà, j'ai mis un petit thé. J'ai mis une petite bougie pour me mettre dans une ambiance un peu automnale. Je me suis vraiment installée en mode cocooning pour vraiment avoir un côté beaucoup plus doudou à cette vidéo en fait. Et pour pouvoir vous apporter quelque chose de un peu réconfortant pour qu'on se sente bien. C'est un peu cocooning, on est dans l'automne, on s'installe avec sa tasse de thé, on écoute quelqu'un qui parle de livres, qui essaie d'en parler correctement, j'espère que j'y arrive à peu près. Et vraiment, c'est une atmosphère que je voulais dégager de mes updates pour changer d'univers et vous amener un petit peu plus dans un univers qui me ressemble en fait. Je vais commencer par mes lectures effectuées ces derniers temps et je terminerai évidemment par mes lectures en cours. Les lectures, je vais vous les présenter pas dans l'ordre de préférence, mais je vais en tout cas commencer clairement par la lecture qui m'a le moins plu. Sans surprise pour ceux qui me suivent en vlog, je vais vous présenter Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Babelio, si vous ne connaissez pas, c'est un site où on peut répertorier ses lectures, on peut répertorier les livres qu'on a dans sa bibliothèque, qu'on a lus, qu'on n'a pas lus, les livres qu'on emprunte, les livres qu'on a envie de lire. Alors moi, j'ai pas fait ma wishlist sur Babelio, je l'ai faite sur Amazon pour un côté pratique, parce que ça permet aux gens qui le souhaitent, à mes proches par exemple, d'aller sur ma wishlist et de pouvoir me commander des choses. Mais vous pouvez faire une wishlist aussi sur Babelio, je crois. En tout cas, moi je sais que je répertorie mes lectures depuis bientôt 2 ans là, sur cette plateforme. Et voilà, ça me correspond, j'aime bien. De temps en temps, il y a des masses critiques qui sont proposées et le principe de la masse critique, c'est qu'on s'inscrit pour un nombre de lectures et enfin on choisit des livres et après il y a un comité qui choisit ou un logiciel, j'en sais rien, mais en tout cas on nous propose un livre dans la sélection qu'on a pré-choisi, qu'on a présélectionné. Et là, en l'occurrence, j'ai été choisie pour Le temps de l'indulgence, on m'a proposé ce service presse. Donc je l'ai reçu. Alors, pour arriver, juste je fais une petite parenthèse Babelio, pour recevoir un livre Babelio, excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Pour recevoir un livre Babelio, il faut absolument être à jour de ses chroniques, poster régulièrement et poster régulièrement. Voilà. Donc, tout ça pour revenir au temps de l'indulgence. J'ai reçu ce livre au début, je me disais, oh là là, super, alors déjà il est très très beau, j'adore cette maison d'édition 10-18, le bouquin, voilà, le packaging me plaisait beaucoup, quoi, la couverture, tout ça. Je lis la 4e de couverture que j'avais lu vite fait sur Babelio, mais je m'en souvenais plus. Ça part d'une jeune fille privilégiée de Bangalore qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans l'Himalaya. Je me dis, ok, go, c'est parti. Je commence ma lecture, j'étais là, waouh, super et tout, j'étais à fond dedans, et puis j'y reviendrai après. Ici, on va sur une jeune fille qui s'appelle Shalini, qui vit donc à Bangalore et qui qui vit avec son père. Sa mère est décédée. Il va y avoir une double temporalité. On va revenir en arrière quand Shalini était petite et quand elle vivait, elle était très proche de sa mère. Et ensuite, on va voir qu'il y a un homme qui vient régulièrement, un commercial qui vient régulièrement chez eux. Et il va y avoir une relation très particulière qui va se nouer entre la mère de Shalini et cet homme, qui va être une relation adultère, mais pas vraiment. C'est très particulier. Il y a vraiment quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose, mais il n'y a que des non-dits. C'est vraiment, tout est sous-jacent. Et en fait, dans le temps présent, Shalini a perdu sa mère et elle décide d'aller voir cet homme parce qu'il y a un instinct qui la pousse à aller voir cet homme. Donc elle plaque tout et elle part au Cachemire pour aller le rencontrer. Donc on va vraiment avoir cette double temporalité qui en soi est intéressante, mais qui est intéressante s'il y avait quelque chose à creuser. Et c'est là que j'ai rencontré d'énormes difficultés avec ce livre. C'est que je vais être un peu raide, j'en suis navrée, mais pour moi il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien qui se passe. On est sur quelque chose d'extrêmement plat au niveau des dialogues, alors que pourtant il y avait quelque chose au niveau de la plume, au niveau d'une tension qui commençait à s'instaurer. Je me disais, mais c'est incroyable, ça va être génial. Et en fait, la tension s'installe, mais non, mais en fait, il se passe rien. Et en fait, il ne se passe rien, mais rien de chez rien. De la page, je sais pas, 150 à la page presque 600, parce qu'en plus, il est quand même assez gros, il se passe rien.
Donc on suit Shalini qui fait rien, qui est dans ce village, qui prend des décisions extrêmement étranges, mais en même temps jamais tranchées. Et en même temps, je me disais, bon, ben, on va en savoir plus sur la situation au Cachemire. Non, pas du tout. On va en savoir plus sur les relations entre le Cachemire et Bangalore. Pas du tout. On va en savoir plus sur sa vie personnelle. Pas du tout. Donc en gros, bah voilà, c'est le livre du pas du tout. C'est le livre du bah je n'ai pas très bien compris le concept de ce qui se passe. Quel est réellement le fond, quel est réellement l'intérêt de cette lecture. Et il y a même eu des moments où il a fallu que j'ai alterné avec d'autres lectures parce que j'étais en colère en fait. Parce que ça me prenait du temps de lecture qui était précieux, qui est toujours précieux, et pour quelque chose qui n'avançait pas quoi. Mais pas du tout. Et je voyais pas l'intérêt, et ça m'énervait. Donc bon, bah, j'ai fini la lecture et je peux vous affirmer que mon avis n'a pas changé entre le début de la lecture, enfin si, il a changé pour le coup, mais entre le moment où ça a commencé à m'agacer et la fin. Et je pense que je ne vais pas conserver ce livre dans ma bibliothèque et je ne le recommande pas du tout parce que j'ai pas du tout apprécié. Pourtant, apparemment, voilà, un roman lumineux qui décrit la lutte d'une jeune femme pour façonner sa propre vie. Pas du tout. J'étais donc en train de faire cette lecture et je me disais, il faut absolument que j'aille chercher autre chose. Donc, je suis allée puiser dans ma pile à lire et j'ai pris le premier tome des Sœurs Grimm, détective de contes de fées de Michael Buckley. C'est un livre jeunesse, et c'est un livre très jeunesse, donc on est vraiment sur du 8-12 ans à peu près. Enfin, très jeunesse, oui, 8-12 ans, on est vraiment sur un univers très féerique. Alors moi je l'ai acheté, il est tout rayé parce que je l'ai acheté dans un vide-bibliothèque, et j'ai acheté les 6 premiers tomes et les 6 seuls tomes sortis en français pour 1 € chacun. Ici, on va suivre 2 jeunes filles, Sabrina et Daphné Grimm, qui sont 2 petites filles, enfin 2 jeunes filles, il y en a une qui a 8 ans et une 12 ans, ou 6 et 12 je crois. Je crois que c'est 6 et 12, c'est pas précisé, qui ont perdu leurs parents. Ils ont disparu. Alors, ils ne sont pas décédés, ils ont disparu il y a 2 ans à peu près, ça va faire 2 ans, et elles sont baladées de famille d'accueil en famille d'accueil. Ça se passe très souvent extrêmement mal, enfin c'est même pas très souvent, ça se passe toujours très très mal. Et donc, elles sont un petit peu désespérées, et elles n'ont plus vraiment foi en l'esprit de famille, en le fait d'être récupérées par quelqu'un de bienveillant. Elles sont très désabusées, surtout Sabrina, la plus grande, à qui ses parents manquent beaucoup et qui n'a pas du tout envie de reconstruire à chaque fois quelque chose. Je vais mettre là, sinon j'ai un contre-jour. Elle n'a pas envie de reconstruire à chaque fois avec ben voilà, une nouvelle famille pour avoir de nouvelles déceptions. Un jour, en plus, la personne qui s'occupe d'elle aux services sociaux est particulièrement atroce. On est sur une ambiance qui est très similaire je crois que c'est les orphelins Baudelaire ou quelque chose comme ça. Enfin, on est sur cette ambiance un peu vraiment très stéréotypée avec des personnages soit très gentils, soit très méchants. Voilà, moi, j'aime bien ce côté jeunesse très tranché. Et donc, elles vont être récupérées par une vieille dame qui se dit être leur grand-mère, Relda Grimm, et qui décide de les récupérer pour les emmener vivre avec elle. Et au début, les jeunes filles, surtout Sabrina, n'y croit pas vraiment. Et en fait, très vite, on va se rendre compte qu'on est dans un univers de contes de fées, enfin un univers où les personnages de contes existent réellement. On s'en doute avec le titre des Sœurs Grimm. Voilà. Il va y avoir tout type de contes, donc des légendes, des contes Andersen, des contes de Grimm, des contes de Perrault. Il va y avoir tout type de légendes. Et évidemment, c'est un monde un peu particulier où alors, c'est le petit bémol, mais parce que je suis une adulte, que j'ai trouvé, c'est que ça manque un peu de cohérence, dans le sens, c'est comment est-ce que ça se fait que dans cette ville, tout le monde ait l'air de prendre ça pour quelque chose de normal, alors que c'est pas vu par le monde entier, mais ça ressemble un petit peu à l'ambiance Once Upon a Time, où effectivement, il y a une bulle un peu spéciale sur la ville qui n'est pas, qui ne transparaît pas sur l'extérieur. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle est très finement écrite. Alors, il y a l'écriture que j'ai trouvée très abordable, mais en même temps pas non plus trop jeunesse. C'est jeunesse, mais c'est soutenu un petit peu, c'est vraiment intéressant comment c'est construit. Et l'univers est vraiment sympa. Ces 2 petites filles, forcément, sont très attachantes parce que elles sont passées par des étapes compliquées. On a envie qu'elles aient, voilà, qu'elles vivent des belles aventures, et on a envie que la vie leur réussisse mieux, donc que ça soit joli pour elles et que Relda Grimm soit quelqu'un de vraiment bienveillant. Donc c'est un univers très très attachant. Il est ponctué de petites illustrations. Chaque début de chapitre, il y a une illustration comme ça là, qui est différente à chaque fois. Et il y a des illustrations, je vais essayer de vous en trouver une. Il y en a une par chapitre, donc elles sont, hop, voilà. Ça c'est la rencontre avec leur grand-mère. Oui, alors ça c'est le personnage dont je n'ai pas parlé, mais il y a un personnage qui suit toujours Relda Grimm.
Et voilà, et c'est un petit bouquin que j'ai beaucoup aimé. J'ai les 6 premiers tomes dans ma palle. J'ai eu presque envie d'enchaîner avec le 2e tome. Ce qui m'a fait m'empêcher, c'est que c'est la lecture d'après qui a fait que j'ai bifurqué. Mais j'y replongerai très très volontairement, très facilement. C'est un livre en plus qui se lit assez vite. Combien de pages il fait? Pourquoi il n'y a pas les numéros des pages? Ah oui, ça c'est parce que c'est les premiers chapitres. Il fait 270 pages. Donc ça se lit vite. C'est du jeunesse, mais c'est pas non plus écrit hyper méga gros. C'est quand même bien aéré, mais voilà, c'est intéressant, ça se lit vite. Et vraiment, l'univers est très sympa. Et surtout, si vous aimez la littérature jeunesse, je vous le conseille. Mais si vous connaissez des jeunes enfants qui peuvent être intéressés par des mondes un peu fantastiques, faut pas hésiter à y aller parce que c'est une bonne série, je pense. Enfin, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, mais d'ailleurs, petit aparté, je vous l'ai déjà dit dans les vlogs, mais il n'y a que jusqu'au tome 6. Les 3 derniers tomes n'ont jamais été traduits. Pourquoi, je sais pas trop, parce que ça devait pas fonctionner. Le premier, il date de 2005 plus exactement. Et il est sorti en 2007. Donc je pense qu'il y a peu d'espoir que les 3 derniers tomes, surtout qu'aux dernières nouvelles, c'est-à-dire il y a une semaine, j'avais regardé et c'était pas prévu qu'il sorte. Je fais une petite postée, j'en profite pour vous dire que, effectivement, là, les 3 lectures que je vais vous proposer, que je vais vous présenter, sont d'un style très très différent. Et c'est rigolo parce que il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, je lisais beaucoup de fantasy et je lisais quasiment exclusivement de la fantasy. Et là, si, il y a un univers fantasy avec les Sœurs Grimm, mais sinon, on reste quand même sur des univers très différents. Et vous allez voir, le 3e, il est radicalement opposé aux 2 que je viens de vous présenter. Ensuite, j'avais prévu de lire pas du tout ce que j'ai pris comme livre. Mais pour ceux qui me suivent, depuis un petit moment sur les updates, vous devez savoir, et qui m'ont suivi sur le dernier vlog, vous devez savoir qu'il y a un auteur qui me rend dingue et que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. En fait, je l'ai découvert cette année. Et depuis que j'ai commencé à lire ses livres, c'est devenu complètement addictif. Il s'agit de Donato Carisi. Donc, de cet auteur, j'ai lu Le Chuchoteur, qui a été un coup de cœur pour moi, mais ça a été une énorme claque, parce que c'est la première fois que j'avais une lecture qui était aussi addictive, aussi prenante. Je ne pouvais pas m'empêcher de tourner les pages. Je me suis retrouvée dans des états de fatigue extrêmes, parce que je ne voulais pas dormir, parce que je voulais le finir. Et ça a été une lecture incroyable. Je me suis un petit peu plantée parce qu'après, au lieu de lire le tome 2, qui est l'écorché, je crois, je me suis plantée. J'ai lu le tome 4, ce qui m'a un petit peu coupé dans la série des chuchoteurs. Mais je les reprendrai évidemment. Il y a 4 tomes dans la série du chuchoteur. Et ensuite, j'ai lu La femme aux fleurs de papier qui m'a été offerte par l'une d'entre vous, que je remercie encore infiniment. Et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le style j'allais dire de prédilection, parce que je pense que oui, le style de prédilection de l'auteur, c'est plutôt les livres noirs. Et La femme aux fleurs de papier, c'est quelque chose qui est extrêmement poétique, donc absolument rien à voir. Je suis passée en bibliothèque ramener des livres, je crois. Il me semble que c'était ça. Et je vois celui-ci au loin. Et je venais juste d'écouter l'update lecture de Sève de Il est bien ce livre, qui parlait de la maison sans... Je ne sais pas. La maison sans visage. Non, c'est pas ça. La maison sans quelque chose, qui est donc le tome 2. Et elle a reparlé de celui-là. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Si j'en entends parler, que je le vois, c'est qu'il faut que je lise La Maison des Voix. Ici, on va suivre, c'est une toute nouvelle série. Ça n'est pas du tout la série... Ah, j'ai pas dit les maisons d'édition. Celui d'avant, c'était Pocket Jeunesse. Peut-être que si on fait tout ça Pocket Jeunesse, ils traduiront les tomes 7, 8, 9. Bref. Ici, c'est Calman Lévy Noir. Je crois. Oui, c'est ça, Calman Lévy Noir. On va suivre ici Pietro Gerbert, qui est un psychiatre pour enfants, qui travaille exclusivement, enfin, peut-être pas exclusivement, mais qui est spécialiste de l'hypnose, qui un jour va recevoir un appel d'une de ses confrères, une de ses consoeurs d'ailleurs, une consoeur, qui vit en Australie et qui lui parle d'une jeune femme avec qui elle a eu qu'elle a un petit peu suivi et avec qui elle voudrait, elle voudrait que Pietro la suive un petit peu plus en Italie. Donc Pietro lui explique que c'est pas son habitude, il suit principalement des enfants, pas d'adultes, mais il dit bon ben pourquoi pas, je veux bien essayer de lui filer un coup de main. La jeune femme arrive et il va y avoir une espèce de relation assez malsaine et assez ambiguë qui va se nouer entre Pietro et cette jeune femme, et Anna Hall, qui est persuadée voilà, d'avoir tué son frère pendant son enfance. Et donc lui, il va venir creuser qu'est-ce qui a pu se passer sous hypnose. Et en fait, on va en savoir... Alors, il va y avoir d'un côté son histoire avec Anna Hall, et d'un autre côté, il va y avoir l'histoire personnelle
j'ai dit personnel, parce que j'ai dit elle, personnel de Pietro, où il vit sa vie avec son fils et sa femme. Et on va voir un petit peu les problématiques que Pietro rencontre avec sa femme. J'essaye de ne pas mélanger, parce qu'en même temps, je suis en train de lire Shining, et c'est un peu la même configuration familiale. On va en savoir un petit peu plus sur les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur vie de couple et la relation de Pietro avec son fils. On va en savoir également plus sur la vie de Gerbert, de Pietro Gerbert, qui a une relation un peu particulière avec son père, qui lui aussi était pédopsie et travaillait également sous hypnose. C'est un livre assez court, puisqu'il fait 300 pages, et c'est un livre, comme pour le chuchoteur, extrêmement addictif, où on commence et chaque chapitre se termine d'une façon qu'on est obligé d'embrayer sur le suivant. Et vous vous doutez bien que le suivant ne parle pas du sujet sur lequel on était et donc est extrêmement frustrant. Mais il y a vraiment cette écriture qui est très fluide et très... en fait, il n'en fait pas des tonnes. Donato Carisi, c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but. On est sur une tranche de vie. On a vraiment... Moi, j'ai la sensation, j'avais eu la même sensation dans le chuchoteur. C'est, on saute dans un train à pleine vitesse. On arrive à un moment donné où, dans la vie des personnages, il y a eu une montée en vitesse, comme ça, une montée en puissance. Et nous, on arrive au moment où ça commence à décoller sévère. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps de latence. Il n'y a pas ce moment où ça va progressivement monter en pression. Non, non. Ça commence, c'est déjà de la pression, quoi. Et la pression ne s'arrête pas. Jamais, 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 jamais. Alors après, on n'est jamais sur on n'est pas sur de l'horreur. Alors, sur le chuchoteur, on était sur un sujet un peu hardcore, hein, parce qu'on était sur des histoires de petites filles au corps découpé. Hein. Mais on ne tombe pas sur des descriptions qui sont dégoûtantes, qui mettent le bide en vrac et qui mettent pas bien. Ce qui met pas bien, c'est la pression qu'on subit dans le bouquin. Ça, c'est clair. C'est hyper bien fait. Mais pas parce que c'est malsain. C'est parce que justement, la tension est installée par vraiment la construction de l'histoire. C'est ça que je trouve bien chez cet auteur, c'est que on n'est pas dans la surenchère de l'horreur, on n'est pas dans la surenchère du twist, même si, bon, il y a quand même des twists de fou, hein, je vous le cache pas, il y a des twists de fou à chaque fois dans tous ces bouquins. On est en mode genre, ah ouais, ok, d'accord. C'est ok, d'accord. Alors, c'est pas des twists à la Jérôme Loubry, c'est pas du tout la même ambiance, mais on est, voilà, clairement, c'est un maître. Hein. Donato Carisi, c'est un maître dans son style. Parce que les twists sont... Alors, ils restent quand même assez cohérents. Ils sont pas what the fuck, mais ils sont quand même ils restent assez cohérents quand même. Donc, ça ne fait pas décrocher du récit. Le deuxième tome vient de sortir. Donc, comme je vous disais, La Maison sans souvenir. Ça y est, ça je viens de m'en souvenir. La Maison sans souvenir vient juste de sortir. Si je le trouve en bibliothèque, je le prendrai. Après, c'est vrai que du Donato Carisi, il faut pas que j'en lise trop d'un coup parce que je me lasse de ce truc, le train là qui va hyper vite. Donc, c'est très prenant, mais voilà, je vais pas le lire tout de suite, quoi. Je l'avais déjà dit en vlog, mais clairement, si je n'avais pas été attirée par cet auteur, si je n'avais pas eu ce coup de cœur pour le chuchoteur, je pense que je ne serais pas allée vers cet auteur parce que je trouve les couvertures horribles. Notamment, j'aime pas du tout cette couverture. Je comprends pas. Alors après, dites-moi en commentaire si... moi, ça joue énormément les couvertures. Hein. Des fois, il y a des livres, enfin souvent, il y a des livres, je suis attirée par la couverture. C'est peut-être un tort, il faudrait peut-être cacher les couvertures pour voir si vraiment ils nous intéressent. Mais en tout cas, celui-ci, j'aurais pas été attirée par la couverture. Entre deux petits descriptifs, je me fais un petit coup de thé. Comme ça, ça permet d'avoir un petit temps papote aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une de ces lectures qui vous attire ou juste, je sais pas, si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé ou pas un de ces livres, ou alors qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Je vais terminer par un graphique. J'ai lu le 5e tome de Freak Squill de Florent Maudoux, qui est donc un auteur français, oui, parce que j'ai vérifié cette fois-ci avant. C'est chez Ankama. Donc là, on est toujours sur cette école de super vilains. Il y a beaucoup de choses en interne qui se passent. On va sur un sujet un petit peu plus dense. Alors c'est vrai que moi, ce que j'aime dans cette BD, c'est que dans ce comics, c'est que il y a de la partie BD, mais il y a de la partie écriture. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne lis pas toujours parce que des fois c'est long et il y a beaucoup d'humour. Il y a toujours beaucoup d'humour, mais il n'y a pas que de l'humour. Il y a vraiment, comme je vous ai déjà dit 15 fois, il y a de l'humour. Il y a une partie colorée aussi, là encore.
mais pas coloré de la même façon que les autres tomes. C'est très étrange, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'auteur il fait de la coloration des fois et pourquoi non. Il y a peut-être la flemme, mais je pense que c'est plus... il doit y avoir autre chose. C'est peut-être quand on bascule dans un autre univers. Moi j'aime beaucoup cet univers que je trouve, comme toujours, je sais je me répète, mais il y a des choses qui sont dites et pas n'importe quoi en fait. Il y a des phrases qui peuvent paraître anodines mais qui ne le sont pas et qui replacent bien les protagonistes, notamment sur des sujets de tolérance ou sur des sujets de sexisme ou des choses comme ça, et je trouve que c'est hyper important, et la façon dont c'est infusé, diffusé, distillé, bon bref ce que vous voulez, distillé, non j'en sais un, distillé dans le livre, fait que ça rentre de manière très subtile. Et c'est bien quand on est adulte et qu'on prend conscience, quand on lit ce genre d'ouvrage, de l'importance de ce genre de phrase, mais quand c'est une BD qui s'adresse aussi aux plus jeunes, peut-être que des fois ils ne se rendent pas forcément compte que ces messages de tolérance sont véhiculés à leur insu quelque part et qui sont donc intégrés. Et donc c'est hyper important, je pense, et ça mériterait que ça soit bien plus mis en avant, je trouve, ce genre d'ouvrage. Au niveau de mes lectures en cours, c'est un petit peu la catastrophe parce que j'en ai plein en cours, mais surtout je suis sur une grosse lecture, je suis sur la lecture de Shining. J'en suis à la page 150, alors autant vous dire que c'est un livre que je dévore et que j'adore. Là, je pense qu'on va commencer à arriver dans quelque chose d'un petit peu plus tendu là. Là, je pense qu'on va arriver un petit peu dans le stress. Je le sens monter. Donc, j'ai prévu une lecture si jamais je suis trop stressée de le lire le soir pour le poser. Et pour lire Outlander, par exemple, hein, parce que là, au niveau stress, ou la trilogie du siècle, parce que globalement, on n'a pas normalement de spoil. C'est horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Et puis même, c'est de l'horreur, mais c'est de l'horreur dans le sens l'humanité va dans un pan horrible. Pas, mon Dieu, c'est horrible, il y a quelqu'un derrière le volet. C'est ce que je veux dire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette update lecture. J'espère que ce format un petit peu plus cosy, un petit peu plus doudou vous aura plu. Alors, on dirait pas, mais je me suis vraiment mise dans une ambiance avec une petite lampe. Je me suis mise dans une ambiance avec mon petit thé, ma petite bougie, pour vraiment vous proposer quelque chose de doudou, de cocooning. Parce que l'hiver arrive, il fait 20 degrés. Parce que j'ai envie de... Moi, c'est vraiment la période qui me correspond le plus et que je préfère, et celle que j'ai envie de vous transmettre le plus, c'est cet amour de ce côté... on se met au coin du poêle avec notre petit thé, notre petit bouquin et notre petit tricot. Je dis notre, mais en fait, c'est moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez cette formule un peu plus détendue, un petit peu plus... douce, ou si en fait vous n'avez pas forcément vu de différence, mais si elle vous plaît ou non, comme ça, comme d'habitude, je fais des réajustements. Je ne changerai pas ma formule de fin, je vous souhaite toujours autant une belle journée, une belle semaine, un bon mois, une bonne année, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!